Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce deuxième face-à-face du second tour de des élections législatives en Guadeloupe. Ce soir, les finalistes de la deuxième circonscription, un duel 100% féminin. Bonsoir Claude Danigan. Bonsoir Eric, un duel inédit, assez rare pour être souligné, qui va opposer ce soir Justine Bénin, sans étiquette, arrivée en tête samedi dernier avec 22,58% des suffrages. Face à elle, Diana Perran, la candidate du GUSR investie par La République En Marche, réalisant 18,78% des suffrages lors du premier tour. Alors, nous tenterons d'aborder un certain nombre de thèmes ce soir liés à cette fonction de parlementaire, l'habilitation législative, la réforme du droit de travail par ordonnance, la moralisation de la vie publique et la gouvernance, je le disais, par ordonnance, et des thèmes encore spécifiques à la deuxième circonscription. Mesdames, bonsoir. Le tirage au sort vous a désigné Madame Bénin pour débuter. Une stratégie de deuxième tour oblige. Votre objectif est de confronter votre avance. Quel message pour convaincre? Tout d'abord, je dis bonsoir à l'ensemble de la Guadeloupe, à l'ensemble des électeurs de la deuxième circonscription. Et je veux en cela remercier tous les électeurs qui m'ont accordé leur confiance. Je déplore naturellement le fort taux d'abstention. Je pense qu'il est l'enjeu du second tour. Et je vais consacrer donc cette semaine de campagne à tout mettre en œuvre, bien pour convaincre les électeurs ayant boudé le premier tour. Alors c'est vrai que nous étions 26 candidats que je souhaite saluer, et saluer mon adversaire direct, Madame Diana Perran, vraiment. Et je pense que nous allons vraiment mener cette semaine une belle bataille législative sur un débat d'idées, de projets. Et je tiens à dire aux électeurs de se déplacer parce qu'ils sont la clé du changement politique et donc de l'espérance en votant. Donc cette semaine, une belle semaine de mobilisation générale et totale pour appeler à voter samedi. Alors Madame Perran, que faire pour convaincre? Tout d'abord, bonsoir aux auditeurs de Guadeloupe Première. Bonsoir Madame Bénin. Félicitations de votre score. Mais écoutez, avant de commencer, je voudrais avant tout parler de ce problème d'actualité qui nous frappe de plein fouet en ce moment. Donc, il s'agit de la nouvelle grève de l'eau dont plusieurs communes sont impactées en ce moment, dont la mienne à Sainte-Anne. Donc, je voudrais vraiment m'associer et avoir une pensée pour toutes ces familles qui souffrent de ce manque d'eau, toutes ces familles avec enfants qui souffrent de ce manque d'eau. Alors, tout d'abord, effectivement, le premier enseignement de ce premier tour doit véritablement interpeller tout responsable politique que nous sommes, tous citoyens. Effectivement, le taux record d'abstention doit véritablement être l'enjeu de ce second tour. Alors que beaucoup de personnes... Pour convaincre. Justement, beaucoup de personnes prônent le renouvellement en politique, mais c'est un paradoxe parce qu'effectivement, il y a eu ce renouvellement, mais il y a eu pléthore de candidats, 26 dans notre circonscription, et la population ne s'est pas retrouvée. Donc, visiblement, la stratégie du second tour, en tout cas celle qui sera la mienne, ce ne sera pas les soutiens, ce ne sera pas les alliances, mais ce sera véritablement ma présence sur le terrain, ma présence effective au contact de la population, afin de leur expliquer ma vision et le fait que je sois la seule candidate investie par Emmanuel Macron et tout ce que cela peut représenter pour la défense des dossiers de la Guadeloupe. Alors, mesdames, on le sait, Emmanuel Macron, justement, en cas de victoire de La République En Marche, promet de procéder par ordonnance pour réformer notamment la loi sur le travail. C'est une démarche à laquelle vous adhérez, Justine Bénin? Bien, vous savez, très tôt, dans le cadre de la campagne électorale, la campagne présidentielle, il avait lancé le débat en disant qu'il allait légiférer par ordonnance concernant la loi travail. Effectivement, il y a un problème de forme. Les ordonnances, on sait très bien que c'est contourné, en tout cas le Parlement, aussi bien l'Assemblée nationale que le Sénat. Je pense que ce n'est pas illégal parce que la Constitution le prévoit. Sur la question de la forme, je souhaite absolument, que sur cette question de forme, et nous en sommes aux négociations à ce stade des débats, que la négociation soit privilégiée avec l'ensemble des organisations patronales et syndicales et que les acquis sociaux ne soient pas biaisés ou lésés par l'ensemble du gouvernement et du président de la République. Il pense qu'on peut aller vite et qu'on peut faire bien parce qu'il avait promis d'emblée de réformer le Code du travail. Ce que je dis, c'est qu'il ne faudra pas oublier d'adapter cette loi travail au niveau de la Guadeloupe, au niveau des Outre-mer, dans la mesure où nous savons le tissu des entreprises de la Guadeloupe, très petites entreprises, entreprises à taille familiale, 0 salarié, 0,5,
en préservant les acquis sociaux. Il faudra qu'avec l'ensemble des députés de la Guadeloupe, que nous puissions adapter cette loi par rapport aux réalités de la Guadeloupe. Diana Perron, vous êtes favorable à cette démarche? Effectivement, le président Macron, durant toute sa campagne, s'était d'ores et déjà engagé à modifier ce code du travail, effectivement, en procédant par ordonnance. Donc, la population qu'il a massivement plébiscitée était au courant que cela faisait partie de sa méthode de travail. Pourquoi? Parce que, effectivement, la situation actuelle de la France ne permet plus qu'on perde de temps. Nous devons réformer en profondeur la situation économique, nous devons réformer en profondeur, en tout cas, ce code du travail. Bien évidemment, l'ordonnance n'exclut pas la concertation qui a d'ores et déjà commencé au niveau des organisations syndicales et qui doit se poursuivre jusqu'au mois de juillet. Vous êtes quand même pour préserver les acquis sociaux, c'est ce que disait Mme Bénin. Oui, bien évidemment. Mais mon rôle en tant que députée sera de rester vigilante et de m'assurer que les intérêts des travailleurs et des entreprises locales soient toujours préservés. Mais de m'assurer également que la concertation ait également lieu en Guadeloupe. Et d'ailleurs, lorsque je serai députée, je m'assurerai que cette concertation soit assurée et je ferai partie de celle qui sera aux côtés des représentations syndicales pour porter leurs problématiques au niveau du président Emmanuel Macron. Il y a un élément important également, c'est l'habilitation, les dérogations. Souvent, nos spécificités peuvent poser problème dans certains secteurs. Seriez-vous, Madame Bénin, élue députée, irez-vous justement dans ce sens-là demander un maximum d'habilitation, de dérogation pour permettre d'adapter certaines lois au niveau local? Je pense qu'aujourd'hui, il est important que la députée que je serai, et je l'ai dit dans le cadre de mes propositions, en priorité 2, adapter les lois aux réalités à l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Parce que lorsque vous allez voter une loi concernant la pêche ou l'agriculture, eh bien, au niveau de l'Assemblée nationale, qui va concerner la pêche à Marseille, l'agriculture au niveau de la Somme, mais qui ne connaissent pas les mêmes réalités que les ultramarins et singulièrement la Guadeloupe. Je prends le cas des produits sous les fourmis manioc qu'on a pu prendre. On a pu voter la loi au niveau de l'Assemblée nationale pour les cultures chaudes et tempérées. Or, nous avons effectivement une culture tropicale au niveau de la Guadeloupe et nous savons très bien les ravages concernant ces différents produits. Donc l'adaptation de la loi réalité et à l'intérêt supérieur de la Guadeloupe, je pense que c'est tout là l'enjeu de la mandature du député que je serai. Et concernant l'habilitation, la Constitution le prévoit au niveau de l'article 73.3. Et en tant que conseillère régionale, lors de la précédente mandature, nous avons eu à demander l'habilitation législative concernant la formation et l'énergie. Et il est important, et nous avons été la première région de France. Il faut aller plus loin maintenant. De France. Aujourd'hui, il faut aller plus loin, il est vrai. Saint-Martin a demandé ce cadre habilitation pour effectivement le RSA. Le président de région, il n'y a pas si longtemps, a voulu le demander s'agissant de l'eau. Nous ne savons pas où est-ce qu'il ira avec. Cependant, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il faut profiter de ce cadre qui nous est donné au niveau de la Constitution pour aller plus loin et pour recentraliser certains pouvoirs que nous... C'est aussi valable pour les échanges commerciaux. Voilà. Pour la Caraïbe. Alors, Madame Perron, est-ce que vous avez un certain nombre de propositions à faire dans ce cadre-là? Par exemple, demander plus d'habilitation, par exemple? Effectivement, au niveau de l'habilitation législative, il convient d'aller plus loin. Au vu de la situation de la Guadeloupe, il faut véritablement prendre des mesures fortes et proposer des mesures fortes au président Emmanuel Macron. Je prends 2 exemples. Première habilitation, celle de l'eau. Je parlais tout à l'heure de la grève de l'eau qui nous impacte de plein fouet en ce moment. Donc, il convient pour la région de véritablement prendre l'habilitation de l'eau afin que ce problème soit traité de manière plus efficace et que ce soit une seule entité qui véritablement gère ce problème-là. Parce que nous voyons le foisonnement de régies qui tournent autour, qui gravitent autour de ce problème et rien n'est réglé. Donc moi, je souhaite que la région prenne en charge l'habilitation en eau et bien évidemment sera accompagnée par les fonds européens et bien sûr par l'État pour régler enfin ce problème de l'eau. Deuxième proposition concrète au niveau des habilitations, je pense bien évidemment
à la problématique des zones franches. En tout cas, proposer que la Guadeloupe soit une zone franche. Alors effectivement, l'ensemble de la Guadeloupe? L'ensemble de la Guadeloupe, en tout cas, notamment pour les zones rurales et zones touristiques. Donc, nous parlons de croissance verte et de croissance bleue. Le jour où la Guadeloupe pourra avoir ces zones franches rurales et touristiques, nous pourrons véritablement prendre la pleine mesure de cette croissance bleue et de cette croissance verte, pouvoir développer des entreprises, créer des entreprises. Le problème du chômage des jeunes pourra ainsi être réglé parce que cette habilitation, enfin cette zone franche, permettra véritablement à ce qu'il y ait en Guadeloupe une fiscalité innovante afin de permettre aux petits chefs d'entreprise, aux petits porteurs de projets en tout cas, de véritablement libérer leur énergie et libérer leurs initiatives afin de créer des emplois dans ces zones-là. Alors l'autre question qu'on voulait si vous voulez revenir un petit peu sur l'habilitation, mais c'était sur la moralisation de la vie publique. C'est une question d'actualité également. Justine Benet, les propositions qui sont faites aujourd'hui, que ce soit à gauche, à droite ou par le président Emmanuel Macron, quel est votre avis, votre sentiment sur cette moralisation qu'il convient de porter? Avant de répondre à la question, ce que je souhaitais dire s'agissant de l'eau. Alors il est vrai qu'on peut demander, et d'ailleurs la région a demandé à ce qu'il y ait une habilitation s'agissant de l'eau. Mais moi, je souhaiterais demander effectivement au gouvernement qu'on puisse légiférer sur la gouvernance de l'eau. Nous connaissons l'historicité de l'eau en Guadeloupe. Nous savions qu'à l'époque, il y avait pléthore de syndicats d'eau. Aujourd'hui, il y a un syndicat qui est le SIAG avec des communautés d'agglomération qui ont eu la compétence distribution d'eau potable. Cependant, nous savons aussi quel est le véritable problème s'agissant de la distribution d'eau potable en Guadeloupe, qu'il y a un problème de gouvernance. Il faudrait que tous les Guadeloupéens aient un accès universel à l'eau. Et pour ce faire, je souhaite demander au gouvernement qu'on puisse légiférer sur la gouvernance s'agissant des structures d'eau au niveau de la Guadeloupe. Ça va se faire effectivement avec l'ensemble des collectivités majeures, des communautés d'agglomération. Et en cela, je le dis bien, député je serai le porte-voix des demandes sociales et bien évidemment l'interface avec les différentes collectivités majeures pour bien défendre les grands chantiers, les grands dossiers de la Guadeloupe. Sur la moralisation de la vie publique. Sur la moralisation de la vie publique. Moi, je suis très à l'aise avec cela. Et vous avez très bien vu que moralisation de la vie publique, dont on parlait avant, aujourd'hui, c'est la loi sur la confiance. Nous avons un problème de confiance au niveau de la classe politique. Et Emmanuel Macron, très tôt, l'a dit. Et je parle d'Emmanuel Macron parce que c'est important de dire aux Guadeloupéens que j'ai parrainé Emmanuel Macron et que je suis adhérente En Marche. Cependant, vous savez très bien qu'au regard, pour des raisons compréhensibles, je n'ai pas eu l'investiture. Mais cependant, j'ai l'investiture de la population et je pense que c'est celle que j'ai, c'est ce qui compte. Et aujourd'hui, très à l'aise avec la loi sur la confiance, parce que nous savons qu'au-delà d'être une loi, c'est une exigence pour la société française, pour la société guadeloupéenne, parce que trop souvent, il y a eu des problèmes de confiance entre la population, entre les élus. Aujourd'hui, la période d'impunité étant terminée, il s'agit de restaurer, de reconstruire la confiance entre les élus et la population. La moralisation de la vie publique, c'est un thème qui fait l'objet d'ailleurs d'un projet de loi par le ministre de la Justice. Donc ça vous convient le contenu? Bien évidemment. Alors, bien évidemment, je suis pour cette loi et en tant que députée, je voterai pour ce projet porté par M. Bayrou, donc le garde des Sceaux. Donc, il s'agit à travers cette loi véritablement de mettre en place des pratiques nouvelles pour que les citoyens retrouvent la confiance en leurs élus, la confiance perdue en leurs élus et retrouvent vraiment la confiance à la vie politique et démocratique. En effet, depuis de nombreuses années, certaines pratiques, certes pour l'instant légales, ont mis à mal cette confiance et véritablement ont provoqué la colère et l'indignation des Guadeloupéens. Vous êtes visiblement d'accord? Oui, nous sommes bien évidemment d'accord. Qu'est-ce qui vous différencie finalement? Non, mais je pense que sur ce point-là, je pense que sur ce point-là, sur le plan de la moralisation, je pense que tout comme moi, Madame Benin pense qu'il faut vraiment finir. Avec cet état de fait. L'électeur doit choisir entre vous deux. Qu'est-ce qui vous différencie? Pourquoi ne pas voter Perrin ou Justine Benet? Qu'est-ce qui vous différencie réellement de Mme Perrin, Mme Benet? Je dirais que nous sommes dans une république. Nous sommes en démocratie. En tout cas, moi, je me présente dans le cadre de cette bataille législative avec des propositions qui sont complémentaires
aux propositions que j'ai adhéré, que les Guadeloupéens ont adhéré aux propositions du président de la République. Je le dis, mes motivations quant à cette bataille législative, je suis engagée, une femme déterminée, dont le cheminement et la lucidité et la responsabilité, voilà bientôt 10 ans sur le territoire, ancrage territorial du Moule, conseillère municipale, où j'ai eu à présider un syndicat d'eau, conseillère régionale de la Guadeloupe en charge de la formation professionnelle et à l'école régionale de la deuxième chance, conseillère départementale jusqu'à ce jour, chargée de mission aux droits des femmes et au niveau de l'économie sociale et solidaire. Et j'ai une ambition pour mon pays, la Guadeloupe. Je souhaite vraiment être sur la tracée, la route de Gerty Archimède et de Rosan Girard. Je considère qu'aujourd'hui, il faut renouveler la classe politique. Et Emmanuel Macron l'a dit, le renouvellement de la classe politique, ce n'est pas changer d'homme ou de femme, c'est bien le changement des pratiques et des méthodes. Et j'ai eu à m'en expliquer dans le bouquin que j'ai eu à écrire, la même méthode, l'exercice pratique de l'élu local. Mme Perron. Écoutez, Qu'est-ce qu'il faut différencier de Mme Justine Benin, par exemple? Écoutez, je suis, moi, une femme engagée depuis 10 ans dans la vie politique. Bien évidemment, j'ai des fortes convictions. J'ai toujours prôné le rassemblement des forces. J'ai toujours prôné l'union des Guadeloupéens, tous ensemble, main dans la main, réunis autour d'un véritable projet guadeloupéen. Donc moi, j'ai toujours été dans cette logique dès mes premiers pas en politique. Et jusqu'à maintenant, c'est pour cela que très tôt, j'ai accompagné le président Macron avant même qu'il ne médiatise sa future qu'il soit déclaré en tant que futur président de la République. Je l'ai accompagné dès le mois d'octobre 2016 parce qu'il était dans cette logique, dans ma vision, et j'ai toujours partagé cette vision. Donc aujourd'hui, en tant que candidate investie par le mouvement La République en marche, je voudrais pouvoir porter la voix d'Emmanuel Macron en Guadeloupe, mais bien évidemment porter et défendre les intérêts des Guadeloupéens aux côtés du président Macron. Encore quelques minutes d'émission, c'est l'heure de la conclusion. On commence par vous, Madame Benin. Pourquoi vous ferez une meilleure députée que Madame Perron? Je pense que la question n'est pas là, Monsieur Danican. La population, de la deuxième circonscription va faire de moi son député samedi 17 juin. J'ai démontré par mes capacités, lorsque j'étais en responsabilité, que je savais aller au bout des responsabilités qui m'avaient été confiées, et ce jusqu'à la journée d'aujourd'hui. J'ai pu démontrer aux électeurs et à la Guadeloupe que j'avais une capacité de rassemblement. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours prôné l'unité, le rassemblement et la solidarité. Dans la mesure qu'aujourd'hui, avec les difficultés que nous vivons en Guadeloupe, avec les problèmes liés au chômage et avec la crise de la famille, nous avons besoin d'hommes et de femmes en responsabilité politique qui soient apaisés et qui soient dans le mûrissement et la responsabilité. Et je dois dire qu'en termes de député, concluez. Je souhaite être l'interface avec l'ensemble des hommes et des femmes et des forces vives de la Guadeloupe. Et en cela, je dis que je n'ai d'adversaire que lors d'une campagne électorale. Et le député doit être au clair avec l'ensemble des hommes et des femmes de la Guadeloupe. Merci. Lors de la conclusion pour vous, Diana Perron. Donc, je suis une femme avec mes qualités, mes défauts, mais je suis avant tout une femme d'engagement, de conviction et de détermination. Alors, je demande aujourd'hui à la population, aux électeurs de la deuxième circonscription, de porter le choix sur Diana Perron, parce que, je vais le répéter, mais c'est important, parce que pour véritablement faire avancer les dossiers de la Guadeloupe, pour véritablement que ces projets soient défendus de façon efficace, il faut véritablement pouvoir siéger dans la majorité présidentielle et avoir l'oreille et l'écoute du président de la République. Alors bien évidemment, j'ai des projets, je n'oublierai pas que nous avons des projets locaux au niveau de la circonscription, au niveau de la région, à défendre et à porter. Donc je me propose de le faire, comme je l'ai toujours fait, dans le respect de tout un chacun, mais pleinement et totalement au service de la population. Voilà. Merci, mesdames, en tout cas, pour avoir participé, pour avoir répondu à notre invitation pour ce face-à-face sur Guadeloupe Première. Demain, nouveau face-à-face, le Danican, pour la troisième circonscription. Oui, les candidats donc qualifiés pour la troisième circonscription face-à-face, Max Mathiazin à Nestor Luce. Max Mathiazin qui est opposé à Nestor Luce dans la troisième circonscription. Et puis jeudi, nous vous proposons également les candidats de la
4e circonscription. Passez une bonne soirée sur Guadeloupe Première, bien sûr.